Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour un nouveau topo lecture. Ce sont encore des lectures de 2025 parce que je suis très en retard. Je te propose de ne pas faire durer plus longtemps le suspense, si suspense il y avait, et je te propose de commencer tout de suite. Le premier que je te présente aujourd'hui, c'est Nos cœurs invincibles de Tala Albana et Michel Amsalak. C'est ici une édition du Nouvel Obs Flammarion. Ça a été présenté par Dimitri Krier et c'est une correspondance entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël qui a été publiée en 2025. Comme je le disais, parce que c'est repris dans le titre, c'est un projet de Dimitri Krier qui est une journaliste au Nouvel Obs, et elle a eu comme projet de réunir deux personnes que tout oppose, une personne qui vit et qui connaît la réalité de terrain de la bande de Gaza et une autre personne qui, à l'inverse, vit et connaît la réalité en Israël. Ce qu'elle a fait, parce qu'évidemment tout s'est passé par correspondance, puisqu'il n'était pas possible de se voir, alors il y a parfois eu des petits échanges à distance, mais globalement ce sont des échanges des échanges épistolaires. Elle a demandé d'abord si le projet convenait aux différentes personnes et finalement elle a choisi, et deux personnes ont été d'accord de participer à ce projet, deux étudiantes d'à peu près le même âge, je pense que là elles ont 19 ans si ma mémoire est bonne, et elles sont toutes deux étudiantes à l'université en droit. On va donc ici lire et suivre la correspondance entre ces deux étudiantes, puisqu'à chaque fois elles vont parler d'elle-même, poser des questions à l'autre, et on va suivre la réponse de l'autre personne et les questions que ça va susciter et qui vont donc être échangées entre elles deux. Un projet qui dure assez longtemps, ça commence en 2024 comme je le disais, mais ça va durer presque un an ou deux. J'ai beaucoup apprécié la démarche et l'intention qu'il y avait derrière ce projet. Je trouve que c'est intéressant aussi, d'un point de vue et émotionnel et intellectuel, de voir comment ces deux personnes peuvent petit à petit apprendre à se connaître, parce que c'est tout l'enjeu de cette correspondance, et en posant les questions, en essayant d'être le plus objectif possible, mais en même temps en expliquant son quotidien, sa réalité. Ça permet d'ouvrir l'esprit de l'autre, et parfois d'être d'accord sur certaines choses, parce qu'on peut se rencontrer sur pas mal de points, on peut ne pas mettre tout le monde dans le même sac, et on peut avoir de la peine pour quelqu'un qui fait partie du camp, entre guillemets, ennemi. Ce que j'ai reproché finalement, même si c'était une très bonne lecture, c'est que c'est un projet qui a, pour moi, à mon sens, un grand biais, puisqu'il concerne deux étudiantes en droit, c'est-à-dire deux personnes qui ont des valeurs et des bases relativement communes, une manière de penser aussi assez commune. Elles connaissent le droit international, elles peuvent réfléchir, elles ont une honnêteté intellectuelle, elles réfléchissent tout court, et je trouve que du coup, ça, entre guillemets, facilite le projet. J'aurais bien aimé qu'il y ait une correspondance entre deux personnes vraiment que tout oppose, soit une personne qui est aux études et une autre qui ne l'est pas du tout, des âges différents peut-être, un homme et une femme, des différences vraiment un peu plus importantes. Il n'empêche qu'ici, j'ai beaucoup aimé apprendre à connaître évidemment leur quotidien, pouvoir connaître ce contexte, raconter de part et d'autre. On est évidemment dans un message de paix et dans l'importance d'une remise en question partagée. Ici, voilà, elles sont dans l'écoute de l'autre et finalement, ça fait énormément. J'ai donc beaucoup aimé la lecture de cet ouvrage qui ouvre à la tolérance, à la compréhension de l'autre et en tout cas au fait d'ouvrir son champ de perspective et essayer d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre, pour ne pas rester campé sur ses positions. Voilà, il y a de beaux messages. J'ai pas été touchée outre mesure, ça restait assez intellectuel, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je te présente ensuite En virtuel, qui a été écrit par Icarus Maclone. C'est un ouvrage qui m'a été envoyé bien gentiment et généreusement par l'auteur. C'est une auto-édition et ça a été publié en 2025.
On est ici dans un ouvrage de science-fiction. On est en 2057 et on va suivre notre héroïne, notre narratrice, Denver Mars, qui vit dans un train-train quotidien. C'est un quotidien peu enrichissant, peu stimulant. Elle part au travail. C'est un travail assez dur parce qu'elle travaille dans une usine, elle travaille à la chaîne. Elle a peu d'occupation, peu de moyens, donc elle peut s'offrir de choses. Elle a en plus une santé, un état de santé préoccupant. Elle est seule, elle vient de se séparer de son compagnon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a comme vie le métro boulot dodo, mais dans un futur. Il y a eu des problèmes climatiques et donc soit il fait froid, soit il fait gris. Bref, c'est pas très avenant. Nous avons donc Denver qui, un jour, se voit proposer par l'une de ses amies ou sa meilleure amie de tester un jeu en réalité virtuelle. Et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va découvrir littéralement un nouveau monde. C'est un livre donc qui va axer son propos sur, alors déjà, les problèmes que l'on pourrait rencontrer dans un futur pas si lointain. C'est un livre qui va nous conscientiser aux problématiques de devoir s'extraire de sa vie et de n'avoir que comme perspective heureuse ou positive d'être dans une autre réalité qui, pour le coup, n'existe pas du tout. Ici, ça a été une bonne lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est un style qui est agréable, qui a un bon rythme tout au long du roman, à part à un seul petit moment, si je dois être très honnête, parce que dans cet ouvrage, on est principalement dans le jeu de la réalité virtuelle et dans cette avancée, cette prise de connaissance du jeu. Et donc, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes. Et dans l'une des étapes, on s'appesantit pas mal sur l'un des points, et j'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur. C'est le seul moment où j'ai trouvé qu'il y avait un rythme qui n'était pas égal, ou en tout cas qui moi, ne m'avait pas forcément plu, parce que tout le reste du livre, j'ai été plongée dans cet univers, j'ai été intéressée par le destin et par la vie un peu banale, mais qui peut nous arriver à tous, finalement, de cette héroïne. J'ai aimé les thématiques, parce qu'on est également dans une critique du capitalisme, une grande critique d'ailleurs du capitalisme, une critique aussi de la différence entre forcément les riches et les pauvres. Je dis forcément, mais parce que c'est directement en lien avec le capitalisme. J'ai aussi trouvé que dans ce livre, le petit plus, c'était l'histoire d'amour. Il y a aussi une belle histoire d'amour dans ce livre, je ne t'en dis pas plus. Dans cette histoire d'amour, j'avais à un moment pensé qu'il allait se passer quelque chose, donc j'y ai pas toujours cru, en tout cas au début je n'y ai pas vraiment cru et je pensais autre chose. Ça n'est pas arrivé, donc je me suis plantée sur ce coup-là. Mais voilà, c'est un petit ressenti de tiens, peut-être qu'il aurait fallu faire un tout petit peu différemment. Enfin, bref, ça ne reste qu'une considération de ma part, parce qu'au final, c'est quelque chose que j'ai trouvé très joli et très touchant dans cette histoire. L'écriture, je peux aussi dire que je l'ai trouvée, donc comme je le disais, assez fluide et agréable, et je la trouvais aussi recherchée. On sent que l'auteur, en tout cas moi j'ai eu l'impression que l'auteur avait envie de travailler ses phrases, de mettre certains éléments aussi de culture, des tournures de phrases bien choisies, des éléments humoristiques aussi, parce que j'ai trouvé qu'à plein de moments c'était drôle. Et finalement, on ressort de ce livre en se posant plein de questions, notamment qu'est-ce qui est important dans sa vie. Et je trouve que ce genre de livre, un peu comme Nos cœurs invincibles, qui viennent nous faire réfléchir par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on est, ce sont des livres qui sont intéressants. C'est donc une bonne lecture pour ma part, et j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre grâce à l'envoi de son auteur. On va rester dans la science-fiction avec Les Essais de Chloé Chevalier. C'est un livre qui est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection Ailleurs et Demain. C'est une nouvelle, c'est paru en 2024. C'est une autrice qui est française. Et ici, on est dans le système TEXI 221.
on est dans une autre galaxie, on est sur une autre étoile. On y parle de matière pourpre, de reine Texi plus particulièrement, d'un vaisseau, d'une Terre qui est habitée, d'un système complètement inédit. Bref, tu l'auras compris avec ce petit résumé, on ne comprend pas là où on met les pieds dans le début de cet ouvrage. C'est fait exprès, c'est normal, et c'est diablement bien fait parce qu'on ne comprend vraiment pas grand-chose. Et puisque c'est une nouvelle, il faut attendre plusieurs chapitres avant de reconstituer un petit peu ce qu'on veut, où on est et comment fonctionne ce système. On est dans un genre qui est une utopie. Il y a pas mal d'éléments, quand on comprend un petit peu tout ça, qui peuvent nous faire dire qu'il y a un espoir à cette vie. L'utopie se centre aussi sur toutes les dimensions climatiques et écologiques, les rapports entre les hommes, et quelque chose d'assez différent évidemment de ce qu'on vit. Et donc tout ça aussi, ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre conscience que certaines choses devraient changer parce qu'on court à la catastrophe. Alors j'ai trouvé que ce livre était sympa, mais c'était un peu court. J'ai trouvé que certains aspects n'étaient pas assez développés. Si je devais comme ça réexpliquer, et si je pouvais ne pas spoiler et expliquer tout le développement et toute la mise en place de ce système, de cette galaxie, eh bien il y a des éléments qui me semblent pas assez aboutis, donc j'ai l'impression qu'il manque certaines explications pour que tout soit assez crédible, dans le sens qu'on n'a pas l'impression que ça puisse se passer, parce que je me disais, ok, si on met ça en place, il va se passer ça, et ça, comment est-ce qu'ils y ont pensé ou pas? Et donc voilà, il y a certaines réponses à mes questions qui n'ont pas été trouvées, que je n'ai pas trouvées en tout cas. J'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas assez d'ancrage avec les personnages, parce que la nouvelle se centre sur ce nouveau système, sur, alors pas énormément de personnages, mais quand même, et on n'a pas le temps de les approfondir, donc j'ai pas vraiment été touchée par eux, j'ai pas trouvé que c'était le centre de l'histoire, mais c'est peut-être voulu aussi, mais donc pour moi il y a un petit bémol au niveau des personnages. Et sinon, moi j'ai bien aimé la proposition, j'ai bien aimé l'écriture tortueuse, mais voilà, ça reste un petit peu dommage parce que j'aurais voulu un petit peu plus, je suis un petit peu déçue. Voilà, dommage. Ensuite, j'ai lu une duologie en fantaisie. J'ai lu de Justine Niogret, Chien du Haume, et puis le deuxième tome que j'ai enchaîné, Mordre le bouclier. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien de commencer et finir une saga dans la foulée, parce que je n'avais pas envie de laisser et puis d'oublier. Donc voilà, très très contente. Je vais garder le premier tome. C'est paru aux éditions J'ai lu. C'est aussi une autrice qui est française. Et c'est paru au départ chez Nemos en 2010. Ici, on est dans un univers médiéval. Déjà ça me séduisait très fort. On va apprendre à savoir qui est Chien du Haume. Alors on sait assez rapidement que c'est une mercenaire et elle est à la recherche de quelque chose d'un peu particulier puisqu'elle est à la recherche de son nom. C'est donc une quête identitaire qui évolue au fil des rencontres que Chien du Haume réalise avec d'autres personnes. Et en même temps, il va y avoir aussi des quêtes, non, mais elle est payée pour réaliser certaines choses et donc on va la suivre dans son travail. Outre le fait que c'est un roman de fantaisie, j'ai trouvé que c'était un roman très psychologique, dans le sens où, même si il y a cet univers médiéval, qu'on la suit dans des batailles, c'est clairement une évolution dans ses pensées, dans sa quête identitaire, dans les réflexions, dans les échanges qu'elle va tenir avec les autres personnes qui vont, là aussi, la pousser parfois dans ses retranchements, ou alors lui faire prendre conscience de certaines choses, la faire aller plus loin dans ses réflexions, et j'en passe. C'est une écriture que j'ai trouvée intéressante parce que, là aussi, elle est assez dense, et elle va nous perdre. On va comprendre là où on est, et puis on va se perdre dans les dialogues des personnages, on va se perdre dans les détails de l'histoire, dans le détail de petits éléments qui finalement ne payent pas de mine ou ne sont pas intéressants de prime abord. Et donc c'est un récit dans lequel on peut se perdre. En plus, tous les éléments ne sont pas donnés, ça c'est fait de manière volontaire, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, et en même temps
dense parce que ça complexifie la narration et le récit. Globalement, j'ai beaucoup aimé cette écriture. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire et le fond. Le petit bémol, c'est vraiment que c'était un poil trop complexe dans le sens où on ne sait... Il ne faut pas se perdre, on peut facilement sortir de sa lecture, je trouvais. Ce n'était pas le texte dans lequel on avait le plus envie de rester, de revenir. Mais là, je suis assez dure parce que j'ai un très bon souvenir et une très bonne impression de lecture pour ce livre. Mais voilà, pendant que je le lisais, je me disais que certaines petites choses auraient pu être un tout petit peu différentes pour que ce soit encore plus plaisant, encore plus kiffant. Alors j'enchaîne avec certaines petites réflexions du deuxième tome, sans te spoiler. C'est déjà très important de lire les 2 tomes. C'est un diptyque qui a une fin, qui a été réfléchi en 2 tomes. Et ça, j'aime énormément parce qu'on sent ça, ce travail de l'autrice. Alors comme je le disais, on a pas mal de réponses, mais en même temps, c'est un livre, enfin en tout cas c'est une saga qui pour moi demande une relecture, parce que là aussi quand on lit la fin, ça vient changer l'expérience de lecture et ce qu'on avait lu précédemment. Donc c'est un livre, ce sont 2 livres à relire à mon sens, et lors de cette relecture, je saurai aussi si l'autrice ne nous a pas donné tous les éléments et toutes les réponses, et donc nous-mêmes, nous devons chercher ces réponses, ou alors si c'était tellement bien caché qu'une deuxième lecture s'imposait. Dans ce 2e tome, on poursuit vraiment la quête identitaire de Chien du Haume. On est ici avec beaucoup plus de combats, beaucoup plus de chevaliers. Il y a également la présence de la violence, de la folie, mais présentée de manière très originale et à mon sens innovante, enfin innovante en tout cas, ça me semblait très très particulier et ça me changeait de d'habitude. J'avais peu rencontré de folie présentée de cette manière-là. Bon, c'est pas la meilleure définition, mais si tu le lis, peut-être que tu vois ce que je veux dire. C'est une fin qui est super bien trouvée. Et c'est pour ça que je dis que c'est une lecture qui doit se refaire, parce qu'il y a plein de niveaux de lecture. Outre fantaisie, outre le côté psychologique et la quête identitaire, il y a aussi beaucoup de symboles dans les différents personnages qui sont choisis, qui sont mis en avant et que l'on suit. Et c'était vraiment, au début, difficile à comprendre. Et c'est petit à petit qu'on perçoit ce que l'autrice a voulu nous faire comprendre ou a voulu nous dire. Donc c'est vraiment très intéressant et très intelligent. Il y a quand même, comme je le disais, un peu d'action. On s'immerge dans le récit, voilà, mais il faut s'accrocher. Il y a aussi pas mal d'ambiance avec le côté hivernal, le côté lent des saisons qui nous fait avancer dans le temps. Et tout ça, c'est vraiment très bien retranscrit. On ressent très fortement ce rythme saisonnier et comment est-ce que on peut vivre cela dans des conditions du Moyen-Âge, parce qu'en hiver, on est reclus dans son château, parce que tout est au ralenti, parce qu'il fait froid et on doit partager des bons moments avec les autres pour essayer de faire passer le temps. Enfin, voilà, ce sont tous des petits éléments comme ça qui font qu'on ressent bien tout ça et que c'est vraiment très bien dépeint. C'est très intimiste, il y a pas mal de détails sur l'intériorité. Les échanges servent le récit et servent le fond. Et voilà, je me rends compte que vraiment, avec le temps, c'est une saga qui me plaît de plus en plus et qui m'habite aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est un livre, j'ai envie de dire, alors ardu, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais c'est pas un livre facile qui est un page-turner. C'est un livre dans lequel on doit prendre le temps et qui est dense. Voilà, je l'ai déjà dit, je me répète, j'en suis navrée, mais je ne sais pas comment le qualifier autrement ou comment expliquer mieux que ça. En tout cas, très contente, vraiment, d'avoir découvert cette duologie que j'avais envie de lire depuis vraiment très longtemps. Ensuite, un peu de policier, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai lu de Dion Meyer, L'Aimeur l'invisible, qui est paru aux éditions Point.
Là, ça ne date pas d'hier parce qu'en version originale, ça a été publié en 2007 et en 2008 chez Seuil pour la version française. C'est un auteur qui est originaire d'Afrique du Sud et donc c'est traduit de l'anglais par Estelle Roudet. Ce n'est pas le premier tome de cette série parce que c'est un personnage récurrent. On est ici au Cap et on va suivre Emma qui va faire appel au service de l'émeur, d'un garde du corps, parce qu'elle a été attaquée quelque temps auparavant et, ma foi, elle craint pour sa vie, elle a envie que quelqu'un l'aide et la protège. Elle ne sait pas très bien pourquoi il y a cette attaque, donc en plus d'être son garde du corps, l'émeur va aussi un peu enquêter avec elle, parce que son attaque est peut-être liée à la disparition de son frère, qui, a priori, est décédé, mais elle pense qu'il est toujours vivant. Donc on va vraiment suivre cette enquête avec ces deux protagonistes, dans un contexte en Afrique du Sud, teinté de racisme entre les différents peuples, notamment les Afrikaans, beaucoup de rivalité aussi, et un grand thème sur la préservation de la nature. Il y avait pas mal d'éléments qui me plaisaient. J'avais assisté à une conférence de cet auteur au Quai du Polar de l'année dernière. Je savais qu'il distillait dans ses romans ses idées, ou en tout cas des réflexions, les thématiques du racisme, et je les ai retrouvées, mais j'avais envie d'être encore plus emportée par le récit. Or, ici, j'ai été un peu déçue par l'écriture, je dois bien être honnête, parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de stéréotypes, plein de clichés par rapport aux femmes qui sont décrites. Il y a parfois des réflexions aussi complètement what the fuck. Je devais te lire un passage, mais j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Selon toute apparence, Jeannette Law est une lesbienne d'une 50aine d'années aux longs cheveux teints en blond, doublée d'une fumeuse invétérée. Les Gauloises sont sa marque de prédilection, avec une nette préférence pour les femmes hétérosexuelles récemment divorcées et qui souffrent. Mais derrière cette façade se cache un esprit vif et un talent pour les affaires. Enfin, j'ai détesté cette description. Une autre réflexion, un autre passage. Les gens avaient surnommé la maison d'Al-Qaïda. Vous savez ce que c'est, juste pour rire. Mais il n'y avait pas assez de boulot, alors il est parti. Peut-être qu'il ne se sentait pas à l'aise sans les gens de son peuple. Je suis là, non, il n'est pas à l'aise parce que tout le monde l'appelle la maison de l'Al-Qaïda. Je ne pense pas que ce soit très sympathique et très agréable de vivre dans ces conditions. Bon, voilà, c'était un peu parsemé de passages comme ça, et donc ça pour le coup, j'ai pas été très séduite. Il y a une enquête que j'ai trouvée un peu bof, mais bon, ça passe. Bof parce que je trouvais qu'il y avait... je sais pas, ça tenait pas la route, ils sont pas encadrés par la police, ils découvrent des choses, ils apprennent, ils enquêtent eux-mêmes, ils avancent, et j'ai pas trouvé ça très, très crédible, ou parfois pas très intéressant finalement. Il y a une histoire entre les deux protagonistes, et ça j'ai trouvé ça pas crédible du tout. Et puis il y a des ficelles narratives que j'ai trouvées un peu trop faciles. Par exemple, pour apprendre des éléments de l'histoire, c'est parce que quelqu'un le raconte. Voilà, c'est un peu nul, j'aurais préféré l'apprendre différemment. Et la fin n'est pas crédible du tout, pour moi. Donc voilà, j'ai apprécié, j'ai aimé être dans ce contexte en Afrique du Sud, parce que ça change, parce que je ne connaissais pas grand-chose de ce contexte, j'ai été approfondir un petit peu par la suite, et donc ça nourrit mon côté vouloir apprendre des choses en lisant aussi, mais sinon j'ai été déçue par la narration, par l'histoire, par les personnages et par l'écriture, donc je retenterai je pense, mais ça c'est une déception. Et le dernier du topo du jour, c'est Watership Down de Richard Adams. On est ici aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Ça a été publié en version originale en 1976 et en version française dans cette présente édition en 2020. C'est un auteur qui est anglais et ici c'est traduit de l'anglais par Pierre Clincard et ça a été entièrement revu et corrigé. C'est une lecture que j'ai faite en commun avec Olivia de la chaîne anciennement Les Roseaux de Liv et actuellement Liv avec intention. Donc je t'invite à aller voir aussi son avis sur sa chaîne pour que tu aies des avis et des retours complémentaires si ça t'intéresse. C'était encore une fois un moment délicieux, partagé avec elle en plus, parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé faire. On est dans une ambiance tout autre. C'est un ouvrage qui, ici, nous fait entrer dans une garenne. On est à un moment où
Certains lapins sauvages se disent, en tout cas un lapin, se dit qu'il y a un danger imminent et que la garenne doit fuir. Peu de gens l'écoutent. Heureusement, il y a son frère qui, lui, fait très attention à ses petites prémonitions et à sa sensibilité, à son intuition. Et donc, son frère s'arrange pour que certaines personnes puissent fuir la garenne. Et de là s'en suivent plein de péripéties et évidemment une grande aventure. J'ai trouvé que ici, on avait un plaisir de lire incommensurable. C'était tellement immersif que je ne voyais pas le temps passer, que j'avais pas envie de m'arrêter, que j'étais bien dedans chaque fois que j'y revenais, et que je ne pensais à rien d'autre. C'est ce qui définit pour moi le fait qu'on est bien dans un livre et qu'on est vraiment immergé. Et je le souligne parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, celui-ci, en tout cas, m'a vraiment permis de déconnecter avec mon environnement et le monde réel. Ce qui était très très chouette aussi avec ce livre, c'est qu'on a des messages et des valeurs clairement identifiées, clairement mises. C'est un récit qui n'a pas plein de niveaux de lecture, on le comprend très bien, en tout cas en tant qu'adulte. Ce sont aussi des messages qui sont porteurs, qui suscitent l'engagement, qui nous donnent envie de nous bouger et qui nous font vibrer. Parce qu'on va être sur les pouvoirs de force, enfin les rapports de force, l'utilisation de la force, la dictature, les éléments un petit peu de mise en place d'une dictature, la liberté, le courage, le fait de pouvoir réaliser des choses et se réaliser par l'action, et donc de ne pas être dans l'immobilisme. Et donc ces lapins, évidemment, ne sont pas que des symboles, sont plus que des lapins, ils peuvent tout à fait symboliser les hommes, on peut tout à fait se représenter ce qu'ils sont, de manière très similaire au château des animaux d'ailleurs. Pour moi, ce qui est un tout petit peu péché, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez d'enjeux. Je trouvais que, globalement, je ne m'inquiétais pas vraiment pour l'avenir et le devenir des personnages, même s'il leur arrive certaines choses un peu plus compliquées. Je ne ressentais quand même pas l'enjeu pour ces personnages. J'ai trouvé donc que c'était aussi un peu prévisible en termes d'action ou en termes d'histoire ou de ce qu'on voulait nous montrer. Et la dernière petite chose, c'est que j'ai eu une impression pendant ma lecture que finalement c'était un peu plus à destination de la jeunesse ou des adolescents. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je ne me suis pas dit que c'était pas un livre pour moi, que c'était pas à destination des adultes, ça se lit très bien en tant qu'adulte, je ne me suis pas dit que c'était pour les bébés, c'est vraiment pas du tout ça cette intention ou cette réflexion que j'avais, mais je me disais pendant ma lecture, si j'avais lu ce livre adolescent, je pense que j'aurais encore plus apprécié ma lecture. Un peu au même titre que lorsque j'ai lu Sa Majesté des Mouches. Parce que là, ça m'avait marqué incroyablement. Et j'ai eu un peu ce ressenti-là. Je pense que ce sont des livres porteurs qui peuvent changer le lecteur que tu es, changer la personne que tu es. Mais ici, voilà, pour moi, c'était pas suffisant que pour me changer. Je ne sais pas si tu l'as lu, est-ce que tu as ressenti ça aussi? Est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Voilà, ça n'enlève pas du tout l'excellent ressenti de lecture que j'ai eu. L'avis que j'ai de cette lecture, que je trouve très qualitative, je trouve que c'est bien écrit. Enfin, en tout cas, c'est super agréable. C'est vraiment très très plaisant à lire. Donc voilà, plein de qualités, une très bonne lecture. Je ne peux pas dire que c'est un défaut, que c'est adressé plutôt pour moi à l'adolescence. Donc voilà, vraiment très très bonne lecture. Et ça aurait été une perfection peut-être si je l'avais lu plus jeune. Parce que je suis peut-être pas moi comme ça en tant qu'adulte le public cible. Voilà, mais je me gourre peut-être. Hein. En tout cas, c'est ce que je pense de ce livre, mais Watership Down, c'était assez délectable quand même. C'en est tout pour les livres présentés aujourd'hui. Tu as vu qu'on est passé un petit peu dans pas mal de genres. Après, je ne pense pas que ça va t'étonner hein, si tu me suis et si tu me connais ou si tu commences à me connaître. Alors, à ton tour, maintenant, dans les commentaires, si tu as envie de me partager ce que tu as lu dernièrement, si tu connais ces livres, si tu as d'autres recommandations par rapport à ce que je t'ai dit, ce que j'ai apprécié ou pas, si tu as d'autres avis que moi. Je suis intéressée et j'ai très envie d'échanger sur tous ces sujets avec toi en commentaire. Et puis, je le dis à chaque fois, mais donc merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici,
qui soutiennent la chaîne d'une manière ou d'une autre. Et je le répète aussi, mais si jamais tu ne sais pas quoi dire et que tu n'as pas envie de faire de grands échanges, eh bien, un emoji, que ce soit quelque chose qui t'a fait penser à autre chose ou une image qui t'est venue pendant ce topo lecture et que tu veux retranscrire via un emoji, libre à toi. Et puis un tout simple qui me dit bonjour, qui me fait coucou, un cœur, un merci. Enfin, vraiment, cette simplicité-là me touche tout autant qu'un commentaire plus élaboré et plus étayé. Et je pense que je vais le dire à chaque fois parce que tous ces commentaires-là, tous ces échanges et cette vue que j'ai de votre présence ici, me fait plaisir et me touche. Donc voilà, déjà par avance, un grand merci à tous ceux qui franchiront ce pas pour la première fois ou qui le referont. Et puis merci à tous ceux qui le font à chaque fois parce que ben voilà, c'est super chouette. Merci à toi qui le fait et qui participe. Et bien voilà, j'ai tout dit. En attendant la prochaine vidéo, que le plaisir de lire soit avec toi.